C'est en 1984 que je rencontre Antti Levagne. Antti bourre tranquillement sa pipe devant l'atelier pendant que je regarde avec étonnement ces immenses poteries ocre rouge assorties de hublots globuleux. J'avais vu des photos, mais la réalité dépasse tout ce que j'avais pu imaginer. Le choc est impressionnant. Bon sang. Mais oui, pourquoi se cantonne-t-on depuis des décennies dans une conformité culturelle vouée à l'orthogonalité sans concession? Antti se retourne sur moi et m'adresse un bonjour roulé par un accent indéfinissable qui s'efface rapidement devant l'attirance viscérale que je ne parviens plus à retenir pour ses formes fascinantes. Voilà, c'est ça que je veux. Avant même d'avoir entrevu l'intérieur, je suis conquis. L'après-midi, à Tourette-sur-Loup, la découverte du ferraillage en cours ne fait que confirmer ma conviction. En fait, j'y suis déjà. J'obtiens le permis début 1985, après quelques épisodes épiques. Pour le directeur de la DDE, c'est la maison des Schtroumpfs. Mais pour l'architecte conseil, un ami d'Antti, le projet doit être accordé sans hésitation. Un bon génie veille sur l'entreprise. À l'automne de la même année, le chantier débute par un premier stage organisé par l'association d'Antti. Sur la roche pentue, mise à nu par le bulle, Antti, qui dirige les opérations, trace d'une coulée de plâtre l'emplacement des bulles selon le plan que j'ai prévu. La tour d'échafaudage est rapidement dressée. Le principe mis au point par Antti comporte un axe central composé de 3 roues. À partir de celle qui est placée à mi-hauteur, rayonnent les tubes qui supporteront les planches d'échafaudage. Les gabarits fixés à cette structure ne tardent pas à dessiner dans l'espace des formes évocatrices de cocons protecteurs. La bitologie prend tout son sens. Le terme, inventé par Antti, s'applique à merveille. Quand les premiers fers-tors tissent leur trame sur le fond du ciel, chacun s'imagine déjà évoluant au cœur des volumes et des circulations. Deux autres stages auront lieu les étés suivants, toujours empreints d'une passion dévorante. La deuxième étape se profile. Disposer les coffrages perdus en vue de la projection du micro-béton. J'hésite. La beauté fascinante du ferraillage me donne l'impression que toute intervention supplémentaire agira tel un sacrilège. Je ne me lasse pas de fixer sur la pellicule les arabesques magiques inscrites dans la crasse de l'éther. Le ferraillage est achevé en 1988.
L'hiver suivant, la neige abondante recouvre les bulles. Dans la nuit, je dois me lever pour secouer la couche importante qui menace une petite bulle en fer de 6. Il était tombé jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. Mais les volumes sont bien là, déjà perceptibles, concrétisés par Dame Nature. Le lendemain, je prends des photos de ce spectacle en noir et blanc. Quand le volume de l'entrée, une bulle allongée, est recouverte du sac à patates, un calicot extensible de mailles tressées, rappelant le conditionnement de nos pommes de terre, la transparence du résultat est saisissante. Mais bientôt les bulles nécessitant une isolation performante exigent la mise en plaque de polyuréthane. Je ne reproduirai pas le principe utilisé à Port-la-Galère par Anti. La finition en résine entraînant des problèmes de condensation difficiles à maîtriser m'en dissuade. Je décide de confectionner des cales à partir de tuyaux PVC noirs pour fixer les plaques à l'extérieur des fers. Au final, prises en sandwich entre 2 coques de ciment projetées, elles assureront le rôle de coffrage perdu. Je viens d'acquérir un ensemble pour la projection. Le compresseur, la boîte dénommée Sablon et sa tuyauterie. Par ailleurs, une grue sapine de 7 mètres, achetée d'occasion et rapatriée depuis les Pyrénées-Orientales, s'avérera d'un grand secours malgré son grand âge. Désormais, je suis seul sur le chantier. Les stages sont loin derrière. N'épargnant aucune vertèbre de mon dos, j'entame la part la plus exigeante des travaux. Un périple qui se poursuit inlassablement de jour en jour. La matière grise, si molle au départ et si dure après son séchage, monte dans le seau, suspendu au filin de la grue, jusqu'au site de projection. Un salissage, une fine couche balancée à l'emporte-pièce, puis 2 autres couches de micro-béton, à chaque fois redressées à l'éponge. Après 2 ans d'efforts, le gros œuvre est achevé. Enfin, à l'abri de la pluie. C'est sans doute une victoire, mais la suite n'attend pas. Les principales pièces à vivre sont enduites de plâtre. Une douceur destinée à recevoir une belle couche de peinture veloutée. Dans les autres pièces, le micro-béton sera peint directement. L'effet restera pourtant agréable. C'est en 1994 que le rêve devient enfin réalité. À moins que ce soit plutôt la réalité transformée en rêve. La salle de bain, terminée en priorité, permet enfin de goûter aux délices de la double courbure, cette enveloppe si proche des besoins naturels de l'être humain,
prolongement évident de sa morphologie. La baignoire, disposée devant une grande ouverture en prise directe sur la serre intérieure, agrémentée de son mobilier bois et d'un revêtement liège, son lavabo sur axe, sa douche encastrée dans l'intersection des bulles de la chambre et du couloir, tous ces éléments contribuent chaleureusement à améliorer le ressenti d'un espace privilégié, un cocon protecteur. Les chambres, pourtant réduites en dimension à 7 mètres carrés au sol, de par leur forme sphérique et leur mobilier intégré à l'harmonie générale, offrent un sentiment de confort visuel équivalent à une surface supérieure. Enfin, le séjour agrémenté de ces coins, qui n'en sont pas puisque nous sommes ici dans un principe de rondeur qui exclut ce type d'anomalie superflue, décline sa cheminée centrale entourée par l'espace de repos, la table à manger sur un pied unique scellé à même la dalle, la cuisine accrochée comme une verrue à la grande bulle, et le bureau séparé de l'entrée par une série de meubles tournants. Antilovague restera pour moi l'homme d'exception, le génie qui a balayé d'un revers d'imagination ce que peu d'architectes avaient osé faire avant lui. On peut considérer, sans effet de langage ou crainte de développer un concept pédant, qu'il y avait un avant et désormais un après Antilovague. La façade n'est plus. L'acte d'habiter la remplace. Les motivations sont fondamentalement différentes. Il s'agit de créer un espace consacré à l'habitat et non une vitrine destinée à témoigner d'un apparat quelconque. On part de l'intérieur, occupation et circulation, pour envelopper ces espaces par une peau, une coque, dont la seule fonction est de nous protéger des intempéries. Et le plus fascinant dans cette démarche logique réside dans le résultat. Il se dégage de cette construction une beauté indéfinissable alors même qu'elle n'a pas été recherchée. Nous serions-nous trompés sur le sens même du mot esthétique? La science du beau n'est que le reflet de nos conditionnements. Anti disait en parlant d'idées préconçues, c'est culturel. L'art, c'est d'abandonner toute forme de principe acquis par automatisme ou reproduction. L'origine du terme architecte vient de charpentier, quand on supprime les charpentes pour les remplacer par une enveloppe protectrice de l'acte d'habiter. Oui, c'est bien d'habitologie qu'il faut désormais parler. Merci, Anti.